propose de commencer tout de suite. Donc la session d'aujourd'hui, live coding d'un serveur web avec Ktor. Il y a trois petites choses avant qu'on se mette tout de suite à coder. Première chose qui est importante, qu'est-ce que c'est Ktor? Donc Ktor, c'est un framework qui permet de faire des applications web connectées ou mobiles. C'est développé par JetBrains, donc c'est JetBrains qui fait à la fois IntelliJ mais aussi Kotlin. Donc la session qu'on va coder aujourd'hui, ça va être avec du Kotlin dans IntelliJ. Vous doutez bien qu'il y a du tooling derrière. La deuxième chose, c'est que Ktor, c'est deux parties. C'est la partie client, la partie serveur. On va faire essentiellement de la partie serveur aujourd'hui, mais vous allez voir qu'on va aller aussi un petit peu dans le monde du client pour les tests unitaires. La troisième chose, avant de commencer directement, c'était que souvent quand on voit des technos, on se dit ah ce serait bien que je passe 5-10 minutes à un petit peu regarder cette techno. Cette liste elle s'allonge, on ne prend jamais ces 5-10 minutes. Du coup moi à l'issue de cette session, ce qui me ferait le plus plaisir c'est que vous ayez en fait un avis sur la techno, positif, négatif. En 25 minutes évidemment on ne va pas tout couvrir, on va vraiment polir le Ktor, mais voilà, essayez de vraiment vous poser des questions sur quel est mon avis sur cette techno. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet. On va faire un exercice. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de zoomer pas mal. Et puis comme je dois coder en même temps debout, il faut quand même que je vois aussi bien. L'exercice, ça va être une petite API REST qu'on va coder en Ktor. Pour faire une API, il y a deux manières. Soit on fait du code first. Donc on va écrire notre code, on va générer la doc, et puis on va balancer ça à, par exemple un front-end. Ou alors on a le design first. Le design first, c'est souvent un projet où on va réconcilier en fait un front et un back, dans notre cas, sur une API REST. Et en fait, tout simplement, on va les mettre derrière une table et ils vont sortir un fichier OpenAPI ou un fichier Swagger. Et voilà, on va partir de cet exercice où on part du principe que on a déjà réconcilié les deux mondes et on a fait ce fichier. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a simplement un post, donc un endpoint en une post request sur /random avec un objet post random request qui prend en paramètre une liste de strings qui s'appelle names et on peut voir qu'elle retourne une random value depuis cette liste. Rien de bien compliqué pour le moment, mais on va voir comment on peut faire ça de manière assez succincte dans Ktor. Donc ça, c'est notre spec. On y va direct dans Ktor. Ktor, c'est tout d'abord un projet à générer. Donc start.ktor.io, ça nous donne cette page. C'est hyper simple, vous donnez votre nom. Ensuite, on va faire un petit peu de config assez rapide. Le build system, donc ça se repose sur Maven ou Gradle Kotlin, Gradle Groovy. Donc on va sélectionner Gradle Kotlin. On va mettre le website. Petit aparté, ce website, il y a 3 articles qui vous permettront aussi d'avoir plus de détails sur tout ce qu'on est en train de voir, un peu plus approfondi. L'artefact, c'est si on veut publish. La version de Ktor, bon là on va prendre la dernière, 2.3.2. L'engine, c'est intéressant, on voit qu'il y a Netty, Jetty, Tomcat, CIO. Qu'est-ce que c'est CIO? C'est basé sur l'écoroutine. Alors il y avait un talk juste avant en Phi A, Mathieu Durand, sur l'écoroutine, donc j'espère que vous y êtes allé comme ça, vous pouvez un peu mieux comprendre quel est l'engine CIO. Configuration file, YAML, introduit assez récemment dans Ktor, OconFile ou code. Donc là moi j'ai pris OconFile. Le gros avantage de ça, c'est qu'en fait ça vous permet d'exposer des variables d'environnement. Comme ça, quand vous allez déployer sur votre infra, vous pouvez injecter ces variables d'environnement et en gros piloter votre serveur depuis l'extérieur. Ensuite, c'est la shopping list, les fameux plugins ou modules de chez Ktor. Donc, ils ont bien trié tout ça, on peut un peu piocher ce qu'on veut. Sécurité, on n'en fera pas aujourd'hui. Routing, ça va nous servir pour faire une API REST, on va générer des routes. Ensuite, on va prendre l'OpenAPI, mais plus pour le clin d'œil pour après. Monitoring, c'est toujours bien d'avoir les logs. Je pense qu'il devrait le cocher de base celui-là, parce qu'à chaque fois on oublie. Et enfin, comme c'est une API REST JSON, on va prendre Content Negotiation et on va se servir de la librairie Kotlin X Serialization, qui a un gros avantage, cette lib, c'est qu'elle fonctionne à la fois sur Ktor Server et Ktor Client.
Il y a aussi Kotlin X Datetime notamment qui fonctionne quel que soit le Ktor server ou Ktor client. Voilà. Et ensuite, on va générer le projet. Donc là, bon, vous doutez bien que c'est du Gradle, donc j'ai déjà fait le sync, j'ai déjà lancé le projet, parce que ça prend quelques secondes. Et en fait, on arrive ici. J'espère que vous voyez bien, j'ai mis en mode présentation. Donc on arrive sur ce projet-là, c'est hyper simple. On a les 3 plugins qu'on avait cochés, monitoring. On voit qu'on a installé un plugin, call logging avec un level d'info. On voit qu'on a notre plugin de routing. On va pas mal rentrer dans ce fichier-là tout à l'heure. La sérialisation, donc c'est un content negotiation avec JSON. Et évidemment, on a notre endpoint, notre entry point, pardon, qui est main. Main avec le serveur, l'engine CIO, et les différents modules qui sont configurés via des extension functions. Ici, on voit bien qu'on a application.kotlin serialization. Enfin, petit fichier, le fameux fichier de config ocon sur lequel vous pouvez définir des variables d'environnement. Donc ici, par exemple, si vous voulez changer le port, si vous définissez une variable d'environnement port, elle surchargera le 8080 par défaut. Évidemment, on voit aussi que l'entry point, c'est comme Renaud Mathieu, application KT, module. Donc là, maintenant, on va direct dans le vif du sujet. On a un endpoint à définir, et en fait, c'est un post. Un post sur random. Qu'est-ce qui va se passer ici? On va faire assez simple pour le moment. On va répondre un message qui sera OK et un status. Et comme c'est un post, on va mettre un HTTP status created. Donc là, pour le moment, on répond juste ça. On va s'assurer que ça compile quand même, parce qu'on n'a pas fait non plus énormément de choses. Là, je vais aller sur le slash. Donc vous voyez, il y a un call respond text hello world. Alors, si vous voyez bien, il est là-haut. Donc là, rien de bien foufou pour le moment, mais on a déjà un endpoint qui réagit très simplement. Bonne pratique, en plus de l'API Design First, c'est aussi tout de suite essayer d'écrire les tests. C'est toujours très très pratique. Donc en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que sur IntelliJ, c'est assez simple. On peut créer un test direct ici. Donc là, on est en fait dans le mode unitaire, mais on va commencer à parler comme si on était un client. Donc c'est là où c'est Ktor client. Pour ça, en fait, on va définir tout simplement un client. Et en fait, ce client, il va gérer du JSON. Donc il va falloir aussi installer le plugin de Content Negotiation. Donc c'est assez simple ici, Content Negotiation. Et on va l'install et on va dire quel est le type de serializer que l'on veut. Ici, c'est JSON, tout simplement. Donc là, on a notre client. On n'a pas besoin de ça pour le moment. On va quand même lui dire qu'en termes de content type, on a besoin de, donc c'est pas any, mais de JSON, pour le prévenir. Voilà. Et on va pouvoir faire notre petit assert. Donc on avait envoyé OK, il me semble. Yes, OK. Et on va définir ça dans la response.lebody. Et tant qu'à faire aussi, on va s'assurer qu'on a bien insert le status code. Donc c'était HTTP status code created et c'est response.status. Bon, on va faire. Généralement, on lance le test si ça marche, c'est un peu suspect, donc on va déjà faire en sorte de le casser avant. Donc là, j'ai mis OKS. On va, comme la souris clignote. C'est parti. Donc là, normalement, on a du rouge. Pas content. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? OKS. On attendait un OK, donc jusque-là, tout va bien. Donc là, on a déjà défini notre endpoint. Par contre, on n'a pas défini les entités. Les entités qui étaient dans l'insomnia tout à l'heure, le fichier, il est juste là. Donc on a besoin d'un post random request et d'un post random response. Et bien allons-y, on va les définir directement. Donc on a un package model, on va créer une data class qui va s'appeler
post-random request. Comme c'est serialisable, ça nécessite une annotation, serializable. On avait vu que c'était names de liste de strings et que ça devait définir aussi la post-random request response. Ok, on va faire la même chose ici. Une data class qui va être en serializable et derrière on avait vu qu'on avait une val random qui était un string. Voilà, donc là on a défini nos deux modèles, nos deux entités. Maintenant, le but du jeu c'est d'aller dans routing. Dans routing, ici, pour le moment on faisait que renvoyer un simple OK. Donc là l'idée ça va être de récupérer une valeur. Donc la request, on va faire un receive et en fait on va tout de suite inférer le type en disant qu'on s'attend à recevoir un objet de type post-random request. On va dire que pour le moment on va faire la request. Là directement on a la valeur puisque c'est forcément le type est du coup casté directement post-random request. On a les names. On va juste renvoyer le first pour le moment. Et on va simplement retourner le random ici. Donc c'est toujours un objet assez simple. Je vais retourner sur le test qui devrait ne pas fonctionner. Voilà. Ok, donc là on est reparti. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Set le body. Post random request. Name. List of. Et là on va donner une valeur. Oula, j'ai plus écrit mon prénom. Alright. Ah, il fallait que je change aussi ici. Forcément. Est-ce que c'est bon? Ouais. On est sur du Renault. OK. Donc là, on est vert. On va retourner ici. Et en fait, on va wrapper cette valeur dans un post-random response qui sera de type random et la fameuse valeur random ici. Hop, il y a un petit dé qui traîne, désolé. Ok, si je vais côté test, là je m'attends à avoir un type d'objet maintenant. Voilà. Ok, donc là on est tout vert. On a bien réussi en fait à envoyer un objet qu'on a sérialisé, qu'on a récupéré du côté du client, qu'on a désérialisé et on a vérifié que c'était compliant avec ce qu'on avait bien envoyé. Donc là vous allez me dire, ok Renaud, mais enfin t'as envoyé une seule valeur. Donc on va s'amuser, en fait, c'est là que je voulais vous montrer deux choses assez cool, toujours dans l'objectif de vous faire un avis sur Ktor aussi. Si on va directement dans routing, en fait, on peut aller ici, hop. On peut aussi a posteriori générer la doc. Donc du coup, ça devient du design du code first. Ici, on se rend compte que le schéma, on a bien le slash que j'avais défini, on a bien le slash random. Et comme vous pouvez voir, bah, ça ressemble pas mal au fichier OpenAPI que j'avais moi-même écrit au préalable. Donc ça, c'est aussi une des fonctionnalités assez cool. C'est si jamais vous voulez écrire du code sur votre serveur, la génération de doc, elle est hyper simpliste. Ça se fait via une ligne de commande, c'est assez bien intégré. La deuxième chose, c'est qu'aussi, on peut, grâce à IntelliJ, facilement, ou Insomnia, envoyer des valeurs, des generated requests. Donc là, je vais taper directement sur localhost 8080 random. Content type, je définis le content type, et là j'envoie vraiment à la main une request. Mais j'ai failli me faire avoir, j'ai oublié de déployer le serveur au préalable, donc ne nous trompons pas. On va envoyer une valeur random maintenant. On va renvoyer ce code ici. Donc là tout est... désolé, il y a un petit shortcut conflict là. Tout est sur 00, 80, 80, donc tout fonctionne bien. Donc là je me mets vraiment en externe et je vais envoyer cette commande sur
sur mon laptop. Là, j'ai généré Pikachu. Bon, pour que vous voyez que c'est pas du pipeau, on va régénérer une deuxième fois. Salamèche. Ouais, 2 fois Pikachu. Bulbizarre. Donc voilà. Donc là, on a pu vraiment tester un post de bout en bout. Comme vous pouvez le voir, c'était assez rapide. On a pas mal d'outils qui nous permettent de faire du test qui est plutôt clair. On a toute la sérialisation. Je ne suis pas rentré dans les détails sur tout ce qui était gestion des headers, mais c'est pareil, beaucoup de sucre syntaxique qui permet en fait de générer des headers très facilement sur chacun de vos endpoints. On peut se faire un petit exercice vu qu'on a un peu de temps pour vous montrer rapidement à quel point c'est assez puissant parce qu'on peut aussi tout à fait faire une WebSocket. Donc on va s'amuser à faire une petite WebSocket. Donc la WebSocket, on va l'intégrer de cette manière. Toujours d'une manière comme un endpoint ici. On va l'appeler Echo. Par contre, il ne faut pas oublier que je dois installer le plugin de WebSocket. Donc, installons le plugin de WebSocket. Je crois que j'avais un truc qui était directement fait ici. Voilà. Merci IntelliJ pour générer toutes ces valeurs. Donc là, j'ai installé le plugin. Je retourne sur mon routing. Et très simplement, ce qu'on va faire, on va faire un petit ping tout simple. Donc je vais envoyer une string, what's your name, par exemple. Ça, c'est ce que je vais envoyer directement quand quelqu'un va se connecter à ma WebSocket. Et derrière, en fait, en fonction, je vais mettre une boucle qui attend les incoming messages et qui va traiter les incoming messages pour potentiellement faire du traitement et dans notre cas, juste renvoyer du texte. Donc, petite boucle for. On a incoming qui est un receive channel. Donc, encore une fois, ça vient des coroutines de Kotlin. Et en fait, à chaque fois, on va se mettre à l'écoute de cette frame. Dans ce cas-là, on va la caster en texte, puisque encore une fois, on va simplifier. Donc, tout simplement, si la frame est de type frame.text, alors tu continues. Et ensuite, on va faire receive text. Et là, on va dire que c'est la frame. Et on va read le texte. Une fois qu'on a réussi à récupérer le texte qui a été injecté par l'autre personne de la WebSocket, on va simplement lui dire hello et le texte que j'ai envoyé. Voilà. On va redéployer ce serveur. OK. Je vais aller dans un terminal. Alors ça va être tout petit pour le moment, mais comme ça vous allez bien voir. OK. Et on va utiliser, alors j'ai oublié le nom, mais j'avais mis ma commande quand j'ai répété, sur Echo. Quel est votre nom? Renaud, hello Renaud, Toto, hello Toto. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple d'implémenter une WebSocket. On pourrait aller plus loin aussi là-dessus. Là, vous voyez, j'ai mis frame.text, mais en fait, on a quand même pas mal de choses derrière, où en fait, on pourrait avoir send serialized, et en fait, tout à fait avoir un type post random request, donc names, list of Renault, par exemple, et ça prendrait directement cette liste. Bon. Après, il y a toute la gestion de la boucle while qui va se faire. Là, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est une exploration de Ktor. On a vu la partie serveur, on a vu comment ça se transformait assez facilement avec toute la sérialisation. On a vu qu'on pouvait faire des sockets assez simplement. On a vu surtout qu'on pouvait tester simplement. Quels sont les next steps? Ce serait tout à fait de prendre une database. C'est là où c'est assez intéressant, c'est que JetBrains pousse en ce moment pas mal Exposed. Donc c'est un système, un ORM de database qui permet tout simplement de gérer du Postgre derrière. Ça s'intègre très très bien avec Kotlin. Et après, il y a toute la partie déploiement sur Google App Engine ou Heroku qui se fait hyper simplement via une ligne de commande. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez un avis sur Ktor à partager?
peux en partager un. Hein? Oui, J'ai utilisé Kaitor sur 2 projets il y a quelques années et j'avais été un peu embêté par la doc. Je trouvais qu'elle présentait des exemples un peu trop triviaux et que dès qu'on voulait faire des choses un petit peu plus sophistiquées, je me sentais un peu démuni. C'était il y a combien de temps que tu avais fait? Ça remonte à 2 ans et demi à peu près. Ouais. Ils ont fait une version 2 de Kaitor il y a 1 an et demi, ouais. Où ils ont fait pas mal, ils ont quand même mis Kaitor sous stéroïdes. Ils ont complètement revu tout ce qui est la notion de module. On voit que cette shopping list, elle est quand même très très grosse maintenant, tout ce qui est sécurité notamment. Chaque module a sa doc associée, avec des exemples. Donc c'est vrai que ça nécessite, quand là on est dans notre cas de faire un endpoint post, bon, bah, on a des connaissances assez basiques, on s'en sort bien avec la doc juste de base. Quand on veut aller sur de la sécu plus vénère, c'est vrai que c'est bien d'avoir la doc qui donne des exemples un peu plus concis. Là-dessus, ils sont vraiment beaucoup améliorés. Ouais. Question? Personne n'a une question sur la scalabilité? J'en vois En termes de scalabilité. Et ben la réponse, parce que c'est vraiment la question à laquelle on peut se poser versus Spring Boot, où c'est assez similaire dans la façon d'écrire du Kaitor. Donc je me suis un peu lancé là-dedans, mais c'est vrai qu'on avait mis en place un service Kaitor qui n'avait pas des millions de connexions ou des millions d'appels, donc c'était pas méga vénère, mais ça tenait complètement la charge. Et franchement, pour moi venant d'un monde plus Android, donc plus développeur Kotlin, pardon, se mettre à Kaitor, c'était hyper simple. Je pense que d'autres personnes peuvent en témoigner ici. On peut vraiment, en termes de dev front-end mobile Android, se mettre à faire du back-end très très simplement et voilà, et grâce notamment à la doc. Petite question? Ok, bah, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Allez. Hop là. Petite animation.